Hello, everyone. My name is Marcella Paris, and I am the director of the Lewiston Public Library. On behalf of the library and Museum LA, I would like to welcome you all to this afternoon's program. As a reminder, after this introduction, the entire event will be held in French. The program today will include with a question and answer portion. So those on Zoom will see a Q&A, a question and answer option at the bottom of the screen. And you can use this to enter any questions for our speaker, our author. They will be answering the questions towards the end of the program, but you can ask at any point. And for those joining on Facebook Live, go ahead and ask any questions in the comments there, and we will make sure they get to the speaker. If you'd like to revisit or share today's talk, a recording will be available later today on the library Facebook page and will be uploaded to our YouTube page by early next week. So to begin our program, I would like to welcome our interviewer, Camden Martin, a current board member with Museum LA, as well as a French teacher at St. Dominic Academy. Camden will tell us a little bit about himself and introduce our featured author. Thank you all again for attending and welcome. Bonjour tout le monde. Alors pour commencer, c'est un immense plaisir d'être parmi vous virtuellement aujourd'hui. En tout cas, c'est toujours un honneur pour moi de pouvoir déjà parler français ici à Lewiston-Auburn et puis parler avec vous aujourd'hui et en plus de parler d'un tel sujet que nous avons aujourd'hui. Donc, pour brièvement me situer, pour vous donner un petit aperçu de moi. Moi, je m'appelle Camden Martin. Aujourd'hui, comme Marcella m'a indiqué, je suis professeur de français à l'école Saint-Dominique ici à Auburn. Et auparavant, je travaillais au musée de Lewiston-Auburn, dont aujourd'hui je suis membre du conseil. Et le français, c'est quelque chose qui est très important pour moi, d'origine canadienne-française, aujourd'hui franco-américain. Tout ce qui est français m'intéresse énormément, les causes francophones. J'ai l'énorme encore plaisir de pouvoir travailler pour plusieurs conseils différents qui traitent le sujet du fait français ici dans le Maine, notamment l'Alliance française du Maine à Portland, mais aussi la collection franco-américaine de USM. Et aussi, je travaille, comme j'avais dit, sur le conseil d'administration de Museum LA. Donc, je pense que ça suffit pour moi pour aujourd'hui. On saute dans le vif du sujet. J'ai l'énorme plaisir de présenter aujourd'hui pour vous Michel Laliberté. En fait, pour commencer, vous devez savoir que Michel est passionné des arts et des mots. Michel Laliberté enseigne le français, l'allemand, la traduction et le cinéma dans plusieurs universités du Québec et du Vermont avant d'accepter en 2011 un poste de professeur de traduction au département des études langagières de l'Université du Québec à Outaouais. Nativa, la maîtresse de Camélien, et son premier roman est un récit en gestation dans son cœur et dans sa tête pendant plusieurs années. Et dans les 10 premières pages, lui font remporter en 2018 le concours de parrainage de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois, catégorie roman. Désolé, je n'ai pas pu mémoriser tous les titres du prix, mais effectivement, vous allez voir aujourd'hui que Madame Laliberté a beaucoup de choses à dire, notamment avec son livre. Donc, pour commencer, vraiment sauter dans le vif, donner un petit aperçu du livre. Le livre traite notamment, donc on est pris dans l'aspect de la démence et la solitude de l'hospice. Florida Faubert fouille dans sa mémoire ses albums photos et sa collection de coupures de journaux pour retracer la vie de sa sœur Nativa, ainsi que la sienne, bien entendu. À la mort prématurée de leur mère, en 1895, les deux enfants sont séparés de leur famille et envoyés dans le Maine, où le sort les isole davantage. Florida vivra chez sa tante Odile et Nativa dans un orphelinat de religieuses parisiennes afin qu'elle puisse entrer dans les ordres. De retour au Canada à l'âge adulte, après quelques années obscures à Lewiston, Nativa deviendra la maîtresse de Camélien Oud. Si l'ancien directeur aujourd'hui est l'ancien directeur de Banque des Mares de nos jours, une célèbre figure du Parti conservateur, celle qui le rejoignait en catimini dans sa suite à l'hôtel Mont-Royal, n'aura connu qu'ombre et illusion. Alors, c'est avec ce petit aperçu que je vais commencer ma première question pour Madame Laliberté, pour Michel. D'ailleurs, c'était toujours une question pour moi dès que j'ai lu le livre.
D'où est venue l'idée d'écrire ce roman? Bien, premièrement, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Permettez-moi de vous remercier d'être présente aujourd'hui. Merci à Marcella, la directrice de la bibliothèque de Lewiston que vous avez vue tout à l'heure, qui a organisé cet événement. Et merci à toi, Camden, d'avoir accepté d'animer cette rencontre. Mais surtout, je suis vraiment enchantée de pouvoir parler aux descendants des Canadiens français qui habitent à Lewiston et à Auburn et partout dans le Maine. Je suis vraiment très emballée d'être parmi vous. C'est très, très spécial pour moi. Alors, merci d'être là. Alors, comment m'est venue l'idée d'écrire ce roman? Ben, c'est tout simplement en écoutant mon père me parler de sa famille à l'adolescence. D'ailleurs, mon père avait coupé tous les contacts avec sa famille. Donc, à l'adolescence, j'ai appris à connaître ma grand-mère, Mamie, Florida, et sa sœur Nativa à travers les histoires de mon père, à travers les anecdotes de mon père. À chaque fois qu'il parlait de sa mère, Florida, à chaque fois qu'il parlait de sa tante, Nativa, de sa sœur, Gilberte, de son neveu Jean-Pierre ou de son cousin Gérard, c'était toujours négatif. Il n'avait jamais rien de positif à dire au sujet de sa famille. Il les avait complètement rejetés, d'ailleurs. Il m'interdisait d'aller voir ma tante Gilberte, que j'adorais, par ailleurs. Et à chaque fois qu'il racontait une anecdote sur sa famille, par exemple l'histoire de Camillien Hood à l'Hôtel Mont-Royal, ou bien Nativa avec sa Pontiac 31 convertible, à chaque fois, il hochait la tête de gauche à droite, il soupirait, il levait les yeux au ciel, puis il baissait la tête. On voyait toute la honte dans son regard et dans sa posture, sa gestuelle. Il avait vraiment, vraiment honte. Ensuite, ce qui est important de dire, c'est que quand il racontait ses histoires, il y avait toujours beaucoup, beaucoup d'émotions dans sa voix quand il parlait de sa famille. Et ça me fascinait parce que mon père, c'était un homme sérieux, comprenez-vous? C'était un homme qui ne montrait jamais ses émotions. Jamais, jamais il était sévère. C'était un homme qui faisait son devoir. Donc, les seules fois où je l'ai vu ému dans sa vie, c'était quand il parlait de sa famille. Donc, moi, ça me renversait complètement de le voir ému. Ça n'arrivait pas souvent, mais à chaque fois, j'étais littéralement sidérée par toutes ces histoires. Je les trouvais totalement rocambolesques et fascinantes. Et j'essayais toujours d'en savoir davantage, de lui poser des questions, de lui tirer les verres du nez, mais il se refermait toujours comme une huître. Oh, il disait, oh, je m'en souviens pas, je m'en souviens pas. Il voulait changer de sujet. Mais avant de conclure, pardon, il disait toujours, parle pas de ça à personne, là, parle pas de ça à personne. Donc, il m'interdisait d'en parler à qui que ce soit. Mais moi, j'avais décidé, hein, j'avais 13-14 ans et j'avais décidé, j'en parlerais au monde entier de ces histoires, j'écrirais un roman. C'était vraiment trop fascinant. Oh, Camden, Voilà, c'est bon, ouais, pardon, j'avais oublié que je me suis. Ben, la preuve, effectivement, vous avez parlé au grand public parce que j'ai le livre, hein, donc on est tous au courant. Mais effectivement, c'est un livre qui est vraiment chargé de beaucoup d'émotions et d'avoir appris ça après avoir lu le livre, je pense que encore ça me touche d'apprendre ça. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce roman, c'est qu'il est vraiment composé essentiellement d'anecdotes personnelles. Et en plus, c'est d'une époque antérieure. Donc, ce que je posais question, c'est comment avez-vous fait pour obtenir ces anecdotes personnelles? Oui, bon, comme je vous le disais, les premières anecdotes sont venues de mon père. Ensuite, j'ai questionné ma tante Gilberte, toujours à l'adolescence, surtout au sujet de mon grand-père Joseph Aimé. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait qu'il a été interné à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu? Et c'est alors qu'elle m'a raconté l'histoire du marteau, qu'il avait essayé de tuer sa femme, ma grand-mère, Florida, avec son marteau parce qu'il était menuisier dans l'appartement. Puis ensuite, bon, de longues années ont passé pendant lesquelles mon père me racontait encore quelquefois d'autres anecdotes ou bien il se répétait, il racontait les mêmes anecdotes. Puis ensuite, en 2013, là, on saute pas mal d'années,
En 2013, je l'ai interviewé de façon très formelle. Je lui ai dit que je voulais écrire un livre sur lui. À ce moment-là, je ne savais pas trop. Là, je me disais, je vais écrire un livre sur sa vie à lui, puis finalement, c'est devenu autre chose. Mais j'ai pris un bloc-notes et un crayon et je lui ai posé plein de questions sur sa vie, tous les endroits où il avait vécu, etc. Et puis ensuite, c'est en 2017 que tout a déboulé, tout s'est concrétisé. Premièrement, j'ai appris par ma sœur que ma grand-mère et Nativa avaient été élevées en partie dans le Maine, chose que j'ignorais complètement. Là, je suis tombée de ma chaise parce que mon père nous emmenait toujours tous les étés en Nouvelle-Angleterre, surtout dans le Maine, quand j'étais petite. Puis je ne comprenais pas pourquoi on allait toujours dans le Maine. Comment ça se fait que mon père était tellement en amour avec le Maine? Donc là, j'ai compris quand j'ai appris que ma grand-mère et Nativa avaient été élevées en partie dans le Maine. Ça a vraiment piqué ma curiosité. J'ai décidé de retracer le cousin de mon père, Gérard Faubert, que je n'avais jamais rencontré parce que mon père avait coupé tout contact avec sa famille. Donc, c'est merveilleux sur Internet, vous le savez, maintenant, on peut retracer tout le monde. Alors, je savais que Gérard Faubert, le cousin de mon père, habitait à Dundee, près des lignes, comme on dit chez nous, donc tout près de l'État de New York. Alors, j'ai fait une recherche et tout, et je l'ai trouvé. Je lui ai téléphoné. Il était quand même assez vieux. Il ne comprenait pas un mot de ce que je disais, là, ce que je racontais. Finalement, je lui ai écrit une lettre et je suis allée le rencontrer. Donc, ça a été aussi très révélateur. Il m'a raconté d'autres anecdotes familiales que je ne connaissais pas. Encore une fois, j'étais complètement ébahie. Mon père, en passant, était très fâché contre moi parce que j'ai contacté son cousin qu'il considérait comme un être inférieur parce qu'il était cultivateur. Hein, c'est un préjugé qui règne dans la famille. Donc, puis, à la mort de mon père, toujours en 2017, j'ai retracé mon cousin Jean-Pierre, que je n'avais vu que 2 ou 3 fois dans ma vie, que je ne connaissais absolument pas. Jean-Pierre avait 20 ans de plus que moi, donc il avait connu Nativa. Puis, en plus, il s'était beaucoup, beaucoup intéressé à l'histoire de notre famille. C'est lui qui m'a donné le plus d'informations. C'était tellement fascinant. À un moment donné, je lui ai dit, Jean-Pierre, là, est-ce que je peux t'enregistrer parce que tu me donnes tellement de détails que j'ai peur d'oublier. Il m'a donné la permission de l'enregistrer. C'était un homme brillant, un surdoué qui parlait comme un historien qui avait lu beaucoup, un autodidacte. Donc, on a parlé pendant des heures et des heures, plusieurs fois, de notre famille jusqu'à sa mort. Il est décédé de la COVID en 2020. Donc, il a été une source d'information intarissable. J'ai aussi questionné, bien sûr, ma sœur, qui a 10 ans de plus que moi, qui a connu Mamie, Florida, notre grand-mère, parce que moi, Florida, elle est décédée quand j'avais 3 ans. Donc, ma sœur m'a donné aussi, France, de l'information. Je la remercie. Alors, c'est ça. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que lorsqu'on lit le livre, on sent vraiment ce travail d'enquête, en fait. Et on sent que, en tout cas, et ce qui est intéressant avec le roman, c'est que, en plus, vous le présentez sous forme roman scrapbook. Et en fait, ce que je voulais savoir, pour ceux qui n'ont pas le livre sous les mains, ça se traduit comment véritablement dans le livre, ce format, et pourquoi avez-vous choisi de prendre ce format, d'écrire de cette façon? Ben, en fait, je l'ai fait pour moi. D'abord, Oui. j'avais un gros cartable dans lequel je mettais toute l'information et tous les documents que je découvrais dans les archives. Et j'y joignais des photos de famille, des cartes géographiques. Je travaillais beaucoup avec les cartes géographiques pour calculer les distances entre les différents lieux. Par exemple, la distance entre la ferme familiale et l'école, la Valleyfield, la distance entre la maison, l'appartement de Camillien Hood et l'hôtel où il allait boire un coup avec ses amis. Donc, je calculais toujours les distances et je l'ai fait aussi avec la voiture pour voir combien de temps ça prenait. J'essayais d'imaginer combien de temps ça prenait à pied, à cheval aussi. Donc, voilà, j'utilisais toujours des cartes géographiques pour situer tous les événements, toutes les informations. Puis, je ne pensais vraiment pas que la maison d'édition, celle qui publierait mon livre, accepterait de mettre des photos et des documents d'archives dans mon roman. Donc, j'ai été
agréablement surprise quand Lise Demers de la maison d'édition Sémaphore a accepté de joindre au roman toute une panoplie de documents et de photos. Pour moi, c'est vraiment merveilleux qu'elle ait accepté ce format-là et parce qu'en fait, ça coûte cher de mettre des photos et les documents, ça coûte vraiment plus cher. Mais donc, voilà. Oui, vous avez bien raison de remercier parce qu'effectivement, les photos, ça ajoute vraiment quelque chose de très spécial lorsqu'on lit le livre. Je trouve c'est vraiment c'est un atout pour le livre. Et c'est vrai que encore une fois, je pense, tous les détails, on le sent lorsqu'on le lit. C'est vraiment un travail hérculien, si je peux dire, et comme vous venez de le confirmer pour moi, avec tous ces petits détails-là. Donc, effectivement, le roman représente vraiment un travail de recherche d'envergure. Donc, par conséquent, ce qui m'intéresse, c'est, j'aimerais savoir, quand est-ce que vous avez débuté vos recherches? J'ai débuté mes recherches en 2017, en fait, à la bibliothèque de Lewiston, quand ma sœur m'a dit que Florida Nativa avait été élevée en partie à Lewiston. Donc, je me suis rendue à la bibliothèque, le cœur battant. J'étais tellement passionnée, tellement excitée de découvrir toutes les adresses où avait vécu ma grand-mère. C'est fascinant parce qu'à la bibliothèque de Lewiston, il y a des annuaires de la fin du 19e siècle, format papier et sur des microfilms. Donc, c'était fascinant de découvrir toutes ces informations. J'ai trouvé Alexandre Milot, l'oncle de ma grand-mère, dans l'annuaire, avec sa profession, son adresse, le lieu de son travail, l'adresse du lieu de son travail, qui était le moulin, The Mill, Ouais. Androscoggin Mill. Puis j'ai trouvé le magasin de chapeaux où travaillait Odile, la tante de Florida Nativa, avec sa profession. Et il y avait tellement de détails, naturellement, il n'y avait pas le numéro de téléphone parce que le téléphone n'existait pas dans ce temps-là, mais il y avait beaucoup d'informations dans ces annuaires. Donc, j'ai noté toutes les adresses et là, je suis allée voir tous les immeubles, toutes les adresses que j'avais notées avec le cœur qui battait fort. J'avais l'impression de retrouver ma grand-mère en quelque sorte et Nativa. Puis, je venais juste de traverser le parc à Lewiston où se trouve le bandstand, le kiosque de musique, et j'étais juste devant une des maisons où avait vécu ma grand-mère, celle qui est en face de l'église, là, en haut du parc. Et là, mon téléphone a sonné et c'était ma sœur qui m'annonçait que mon père était à l'hôpital. Donc, là, j'ai su tout de suite qu'il était pour mourir. Là, je l'ai senti. Donc, j'ai interrompu mes recherches sur le champ et puis pour repartir au Québec. Oui, de toute façon, ça se Donc, comprend. j'ai commencé à Lewiston, mes recherches. C'est fascinant et en plus, je dois vous avouer que moi aussi, j'ai ce goût là, de faire des recherches et en lisant votre livre, je me suis dit, mais franchement, c'est un travail de longue haleine. Comment elle a fait pour organiser tout ça? Par où commencer? Comment structurer tout ça? Donc, vraiment, je me suis dit, compte tenu de différents lieux qui sont mentionnés dans le livre, comment avez-vous vraiment, encore une fois, structuré vos recherches afin que vous ayez pu vraiment vous rendre sur les lieux vous-même, aller tâter le terrain? Est-ce que vous pourriez nous dire davantage sur vos démarches de recherche? Oui, ben, en fait, j'étais assez obsédée. J'étais complètement obsédée par mes recherches. C'est la première chose. J'y pensais constamment, jour et nuit. Puis aussitôt que j'avais du temps libre, je me mettais à faire d'autres recherches. Après l'épisode de Lewiston, je suis allée à la bibliothèque de Valleyfield parce que ma grand-mère et Nativa sont nées à Sainte-Cécile de Valleyfield. Et à la bibliothèque, j'ai trouvé les fiches de naissance des frères et des sœurs de ma grand-mère. Toutes les fiches étaient là. Même un frère, Raoul, dont on n'avait jamais entendu parler dans la famille. J'ai consulté des documents sur l'histoire de Sainte-Cécile de Valleyfield. J'ai même couché à l'hôtel qui autrefois était une filature de coton. Wow. J'ai retrouvé aussi le site exact de la ferme familiale. J'ai marché à pied, j'ai été au bord du lac Saint-François à l'automne, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai senti. J'étais vraiment très inspirée par ce lieu. Je voulais vraiment imaginer ce que ma grand-mère et sa sœur, ses frères et ses sœurs avaient vécu, avaient senti dans ce... J'essayais d'imaginer Sainte-Cécile de Valleyfield comme
comme elle était autrefois, là, à la fin du 19e siècle. J'y suis retournée l'année suivante, je suis retournée à la bibliothèque, j'ai pris en note d'autres informations, j'allais voir Gérard, le cousin de mon père, je comparais ce qu'il me disait avec l'information que j'avais notée, je faisais des recherches sur Internet, j'ai contacté des historiens, des archivistes, des généalogistes. J'ai posé toutes mes questions à la Bibliothèque et Archives du Québec. Peut-être que je leur ai envoyé 100 courriels en tout et ils devaient en avoir marre de moi et de mes questions. Puis, je suis retournée à Lewiston pour faire des recherches beaucoup plus approfondies. Je suis allée au musée où je t'ai rencontré, Camden. Oui. Et Camden m'a fait visiter la filature de coton en me donnant plein d'informations. Donc, merci, Camden, pour ton aide. Puis, j'ai encore contacté des archivistes, posé des questions. Je vous le dis, j'étais vraiment obsédée. Puis, j'ai fait la même chose pour Montréal. J'ai même contacté les locataires de l'appartement en face du parc La Fontaine où avaient vécu ma grand-mère et mon père. Et j'ai réussi à visiter l'appartement. C'était vraiment génial de pouvoir voir les pièces et comment c'était agencé et tout pour pouvoir justement compléter ce que j'avais imaginé. Parce que bien sûr, j'ai dû mettre de la chair autour de l'os. Quand je racontais, j'avais les détails, les grandes lignes, mais il fallait que j'ajoute des détails quand même que j'ai dû imaginer. Voilà. Alors, en fait, je prenais une seule ville à la fois, soit Lewiston, soit Montréal, soit Valleyfield. Là, je faisais des recherches sur le terrain, des recherches sur Internet. Je posais des questions aux archivistes. Puis j'ai lu des livres, naturellement. J'ai lu tous les livres qui ont été écrits sur Lewiston, tout ce qui a été écrit sur Camillien Wood, pas tout sur Valleyfield, mais beaucoup de livres sur Valleyfield, sur Montréal au début du 20e siècle. J'ai lu Alphonse Daudet, pour m'imprégner du style de l'époque, pour savoir comment on écrivait la prose dans ce temps-là. Je me suis imprégnée du style d'écriture des Canadiens français à Lewiston à la fin du 19e siècle, entre autres avec le journal Le Messager, qui était un journal écrit pour et par les Canadiens français de l'époque. Donc, j'ai réussi à lire toutes les nouvelles locales de 1896 à 1901. Dans le journal Le Messager, il y avait une page intitulée « Nouvelles locales ». Et ça, je les ai toutes lues pendant, de ces années-là, ces 5 années-là. Et bon, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu folle. Mon mari me regardait aller et me disait « Mon Dieu! » Ben, c'est sûr, je peux te comprendre là-dessus, c'est sûr. Et si je pouvais juste ajouter quelque chose, quand tu en as parlé encore d'envoyer les courriels et quand tu es venu au musée, je me rappelle, tu m'avais envoyé le courriel de demander qu'est-ce qu'on pouvait sentir à Lewiston à cette époque-là en débarquant de la gare. Et je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai lu la question, je me suis dit, mais franchement, cette madame, elle va écrire quelque chose de bien. Parce que tu as pris le temps de penser aux détails. Et je me rappelle de m'avoir dit, j'ai hâte de lire ce livre parce que je veux vraiment savoir à quoi ça va paraître, quoi. Donc, en tout cas, et donc, encore une fois, tu as parlé de Lewiston et c'est sûr que ça m'intéresse énormément. Lewiston, surtout le fait français à Lewiston. Et donc, en fouillant l'histoire du passage de votre grand-mère et votre grand-tante à Lewiston, est-ce que, je sais que vous étiez déjà au courant un peu de la situation, mais est-ce que vous avez été surprise de vraiment constater le fait français comment dire, à son apogée, si je peux dire, pendant cette époque? Est-ce que cela a un peu changé votre perception de cette période historique qui fut vraiment une époque véritablement, une époque charnière, si je peux dire, pour le Québec? Oui, effectivement, j'avais déjà lu sur le sujet, donc je savais que beaucoup de Canadiens français s'étaient exilés, s'étaient installés en Nouvelle-Angleterre, mais ce qui était nouveau pour moi, c'était d'apprendre tous ces détails sur leur vie quotidienne à Lewiston. Et ce que j'ai lu dans le journal Le Messager m'a beaucoup inspiré pour écrire les passages sur The Mills, les moulins, les filatures de coton. Et en fait, pour écrire aussi le passage que je vais vous lire tantôt. Les détails sont véridiques. Les détails, je les ai lus dans le journal.
le Et je message. dois, c'est vrai, même, enfin, si je peux me permettre, moi je fais beaucoup de recherches sur le fait français ici à Lewiston Auburn et j'ai même appris beaucoup de choses avec votre livre, donc j'étais vraiment content de faire ça. Euh, et donc, encore un autre sujet, donc les récits de vie racontés dans le roman sont parfois très sensibles. Et comment est-ce que ces informations vous ont été transmises? Ben, les informations qui sont sensibles, comme vous Ouais. dites, ben, ce sont des informations qui m'ont été transmises par les membres de ma famille, comme je le disais tout à l'heure. Donc, certaines informations, même par ma mère. Ma mère aussi savait des choses. Donc, ma tante Gilberte, mon cousin Jean-Pierre surtout, le cousin de mon père, comme je le disais tout à l'heure. C'est vraiment les membres de ma famille parce que j'étais vraiment curieuse aussi. Oui, Là, oui, je posais beaucoup de questions. Puis Jean-Pierre aussi avait déjà posé beaucoup de questions et il avait connu Floridae nativa. Donc, c'est ça. oui, je comprends. Euh, et selon vous, quelle était l'importance de retracer cette histoire et la rédiger sous forme d'un roman, autant sur le plan personnel, mais aussi pour le public? Ben, ça a peut-être l'air un petit peu prétentieux, mais je sentais que c'était ma mission dans la vie. Ce pourquoi je suis venue sur cette planète. Écoutez, premièrement, il fallait que je retrace tous ces détails pour me comprendre moi-même. Donc, je me sens libérée depuis que j'ai écrit ces histoires parce que je comprends d'où je viens. Donc, je peux me permettre, je me sens vraiment moi-même maintenant après avoir écrit ce livre. Je comprends pourquoi je me suis comportée de telle ou telle façon dans ma vie, pourquoi j'avais telle ou telle idée préconçue. J'ai pu comprendre mon père et lui pardonner ses erreurs à mon père. Je sais aussi que cacher des détails à ses enfants sur sa famille, c'est la pire chose qu'on puisse faire parce que justement, on empêche ces enfants de se connaître eux-mêmes. On les empêche de pouvoir se pardonner eux-mêmes pour ne pas avoir été parfaits dans la vie. C'est génial parce que aussi, je me suis donné la permission de connaître et surtout d'aimer profondément les membres de ma famille, que mon père m'avait interdit de connaître, il m'avait interdit de les fréquenter. Donc, j'ai passé 4 ans de ma vie avec ma grand-mère et avec Nativa en écrivant ce livre. Donc, elles ont hanté mes pensées jour et nuit pendant 4 ans. Je me suis fait en fait un super beau cadeau. Je suis très, très contente de l'avoir fait. Et pour le public, il y a plusieurs aspects importants. Bien, ce que je viens de dire, certainement que les actions et les pensées de nos ancêtres, je crois qu'ils ont une influence prépondérante sur notre vie, même si on ne les a jamais connus. Et aussi ensuite, l'importance de connaître le sort qui était réservé aux gens de cette époque, surtout aux femmes, qui n'avaient d'autre choix que de soit se marier, se prostituer, devenir religieuse ou devenir la maîtresse d'un homme riche. C'est ça. Donc, l'importance de l'histoire, en fait. Ouais, et je pense en le lisant, on ressent ça. C'est vrai que c'est très intime ce qu'on lit. Et, je sais pas, pour moi, c'est comme regarder un film qui se défile devant les yeux. Euh, donc, j'imagine, donc c'est vrai que l'histoire, c'est une histoire familiale. Donc, en plus, encore une fois, après avoir fini le livre, je me suis dit, lors de la parution du livre, cela représentait quoi pour vos proches qui sont issus de la même famille que Nativa et de Florida? Est-ce que vous avez eu des retours de leur part? Est-ce que c'était des sujets autour de la table lors des réunions familiales? J'avoue que dans certains cas, j'avais un petit peu peur de voir les réactions, mais finalement, tous mes proches ont été vraiment emballés. Comme moi, ils comprennent maintenant, je devrais dire elles, comprennent mieux maintenant tout ce qui s'est passé dans notre famille. Elles ont appris, comme moi, à aimer profondément Floridae nativa, alors qu'on n'avait entendu que des choses négatives à leur sujet. Donc, je sentais qu'il fallait que je redonne les lettres de noblesse aux membres de ma famille, que je brise ces tabous, que je révèle la vérité pour que tout le monde dans ma famille puisse être fier
au lieu d'avoir honte. Donc, les membres de ma famille ont tous aimé et ils m'ont tous remercié d'avoir écrit ce livre. C'est vraiment très fort, ça, c'est dans un sens, c'est une consolation, c'est vraiment, c'est très important. Et donc, en dernier lieu, qu'aimeriez-vous que les lecteurs retiennent et apprennent comme message, si je peux dire, à travers ce texte? Ben, qu'il est important de connaître l'histoire de sa famille, qu'il est important de connaître l'histoire de sa nation, de son peuple, l'histoire des femmes, des enfants qui ont tellement souffert dans le passé. Connaître tous ces détails pour se connaître soi-même, pour se comprendre, pour s'accepter et pour savoir où aller ensuite et quoi faire de sa vie. Et même pour ne pas avoir peur de lutter contre les injustices, je dirais. Ce sont des thèmes très importants à apprendre. Et je pense, oui, personnellement, je peux le dire, on retient ça, c'est vrai. Je serais intéressé à savoir, connaître d'autres retours aussi. Donc, en tout cas, ça m'a donné encore le goût d'entendre les mots de ce roman. Est-ce que ça te dit de lire quelques extraits? Bien sûr. Bah, super. C'était prévu. Ouais, en tout cas, j'ai hâte. OK. Bon. Ben, pour ceux qui ont le livre, peut-être, je vais commencer à la page 55, au bas de la page là, 55. Je choisis toujours le même extrait parce que c'est l'extrait qui se passe à Lewiston. OK. Bon. Attendez un petit peu là, que je m'installe. D'accord. Je commence. Les journaux de Lewiston étaient remplis de ces histoires racontant les péripéties des shérifs aux prises avec les conséquences de la prohibition. Ils saisissaient des gallons de whisky toutes les semaines à la gare du Grand Trunk et dans les buvettes clandestines. Un jour, à l'atelier de chapeau, alors que mademoiselle Alphonsine Hudon était occupée à garnir un couvre-chef noir, sa sœur Amanda, assise au comptoir, se mit à raconter ce qu'elle venait de lire dans un article du journal Le Messager. Hey, il y a 9 ivrognes devant le juge samedi dernier. Ils sont tous allés se promener à l'hôtel du Sheriff Hill, à Auburn, pour 30 jours. Maudite boisson. Puis non, là, c'est pas juste les Irlandais, vous saurez. Nous autres aussi, les Canadiens, on fait pas mal de niaiseries. Mais quand même, on a toujours eu une bien bonne réputation. On n'a peut-être pas beaucoup d'éducation, mais côté moralité, là, ils disent qu'on est les meilleurs immigrants. C'est vrai, ça. On a du patriotisme, on a de l'union entre nous. On est catholiques, nous autres. Puis l'autorité des prêtres, là, on la respecte, hein? C'est pour ça qu'ils nous laissent entrer ici, aux États. C'est rendu qu'on est 350 000 en Nouvelle-Angleterre. Bonté divine. Ça doit être parce qu'on n'est pas si pire que ça, après tout. C'est vrai ce que tu dis là, mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme ils disent. La semaine passée, il y a 3 ivrognes qui ont dû comparaître devant le juge Cornish, puis il y en avait 2 qui étaient Canadiens. Il paraît qu'ils avaient l'air d'avoir passé la nuit de sa corde à linge. Maudit verra. Puis la semaine d'avant, à la cour d'Auburn, un dénommé Leduc a été coupable d'infraction à la loi de prohibition. C'est écrit ici, noir sur blanc, dans le journal. Juge Walton l'a condamné à 60 jours de prison. Puis depuis qu'ils ont fait la saisie de la semaine passée, le nouveau député shérif Carrigan, il a visité 13 autres buvettes, puis ils ont encore trouvé des liqueurs enivrantes, sans compter les maudits clubs. C'est rien, ça. L'autre jour, le cheval de notre pensionnaire a pris le mort aux dents. Ça amène? Ben oui. Le bonhomme était sous l'influence de la liqueur. Il a été précipité en bas de son buggy. Il est chanceux de s'en sortir rien qu'avec des égratignures. C'est bien vrai. Il ne faut pas se faire trop d'illusions, maudits hommes. Il faut croire que c'est pour ça qu'on ne se marie pas, nous autres. Hein? Elle riait de bon cœur. Ma tante Odile est arrivée avec dans ses bras une quantité impressionnante de boîtes de rubans. « Oh my, Odile, t'es chargée comme un mulot? »« Un mulet, Alphonsine, un mulet. Ah, Seigneur, je vous entendais parler là-bas. Je suis bien d'accord. Au moins ici, on n'a pas besoin de se marier. On nous encourage à gagner notre vie, nous autres, les femmes. Puis notre père n'est pas là pour nous obliger à prendre un époux. On a le choix, finalement.
Puis, il ne faut pas oublier que si on est vraiment intelligente et surtout très vertueuse, on peut choisir aussi de devenir religieuse pour prendre soin des autres. Oh, j'aurais donc aimé ça, moi, devenir une sœur du bon Dieu. Oh, mais à cette heure, c'est Nativa qui va le réaliser, mon rêve. Je suis certaine qu'elle va réussir. Elle est tellement intelligente, puis pieuse avec ça. J'ai aucun doute, elle va rentrer dans les ordres un jour. Les sœurs sont des anges venus du ciel. En plus de veiller à ce que le catéchisme et la couture soient bien maîtrisés, elles s'occupent des orphelins jour et nuit. Quelle bonté, miséricorde, quelle bonté. Si je suis devenue une dame patronesse, ce n'est pas pour rien. Il faut les aider, nos religieuses. Elles ont tellement d'ouvrages, bonté divine. Amanda a repris sa lecture, tandis qu'Alphonsine, l'aiguille à coudre entre les lèvres, semblait avoir de la difficulté à décorer son chapeau garni. Les fleurs séchées lui donnaient du fil à retordre. J'entends encore Amanda s'exclamer « Mon doux Jésus, vous ne savez pas quoi! D'après le rapport qui vient d'être publié par les commissaires de Lewiston sur les écoles locales, notre ville compte 7897 écoliers. 1916 Américains, 1360 Irlandais, 212 Anglais, 156 Allemands, puis 4227 Canadiens français. On dirait bien que tout le Canada s'en vient par ici. Bien, je comprends donc. Au moins, en travaillant dans une manufacture, les petits gens sont sûrs de pouvoir nourrir leur famille. C'est vrai, ça. On est bien mieux ici. Le Canada, après tout, c'est une colonie. Ce n'est pas un pays libre. Ça se développerait bien plus vite si c'était un vrai pays. Ça aussi, c'est écrit dans le journal de la semaine passée. Là, attendez, là, je l'ai ici. Là, attendez, je l'ai découpé. Ça disait, attendez une minute, là, je l'ai. L'État de colonie du Canada étouffe l'esprit de progrès et d'initiative. C'est bien trop vrai. C'est plus évolué ici aux États. On est bien chanceuses, nous autres, bien chanceuses. Pas rien que ça. L'État du Maine donne près de 23 piastres à chaque enfant canadien qui fréquente une école catholique, a déclaré ma tante. C'est pas au Canada qu'on verrait ça, moi dire. Hein? C'est quand même pas rien. Oh, on est bien mieux ici. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, Michel. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de l'entendre en fait à haute voix comme ça, à vive voix comme ça. Merci d'avoir interprété ça. Donc, je pense que nous allons arriver dans le temps pour quand même ouvrir aux questions. Ce serait à ce moment-là, ceux qui voudraient poser des questions, vous avez juste à écrire en bas, vous allez poser des questions, puis moi, je vais les annoncer. Donc, on a une première question ici. La question est la suivante. Quelle est l'origine du nom Nativa? C'est un prénom plutôt rare. C'est drôle. J'essayais de comprendre pourquoi on avait choisi ce nom-là. Puis j'ai dû inventer la raison parce que même j'ai cherché vraiment dans les recensements du Québec et du Canada pour trouver le nom Nativa. Puis je n'ai pas trouvé vraiment d'autres exemples. Alors, j'ai imaginé la raison parce que je ne le savais vraiment pas. J'ai imaginé que la mère de Nativa avait rencontré une Espagnole. Ah oui, parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un roman qui s'appelait Nativa. Donc, j'ai fait venir en ligne le roman Nativa qui était écrit en espagnol. Et moi, je ne parle pas espagnol, donc je l'ai fait lire par une amie qui m'a raconté l'histoire. C'est une histoire qui ressemble en fait à l'histoire de Nativa. C'est vraiment fascinant. Donc, j'ai inventé que c'était parce que cette dame espagnole avait raconté l'histoire de ce roman-là qui s'appelait Nativa à la mère de Nativa et c'est pour ça qu'elle a choisi ce nom. Mais bon, ça, je l'ai inventé, je dois dire. Je trouve que ça a l'air crédible quand même, je ne sais pas. Et puis, il y avait une autre question, juste pour encore reconfirmer. Le nom du livre, c'est Nativa, je ne sais pas si vous voyez, c'est Nativa, la maîtresse de Camillien. Donc, encore une fois, vous avez, donc on a une deuxième question. Environ combien de temps votre tante et votre grand-mère ont-elles passé à Lewiston, vers quelles années? C'était de 1895, mais là, c'est ça, Florida est revenue plus tôt, je crois, en 1904,
Et Nativa, elle est restée plus longtemps. J'ai oublié la date exacte. Je pense que c'est 1911 qu'elle est retournée au Canada. D'accord. Ah, on a un petit commentaire. Merci pour cette belle lecture vivante et avec l'accent. Parce que c'est un bel ajout. Hein. Comment est-ce qu'on peut acheter le livre? Oui, vous pouvez acheter le livre directement de la maison d'édition. La maison d'édition s'appelle Sémaphore. Sémaphore. Si vous tapez Nativa, La Liberté, mon nom est Sémaphore. Ça s'écrit S-E, accent aigu, M-A-P-H-O-R-E. Mais de toute façon, Marcella de la bibliothèque a mis le lien de la maison d'édition sur le site de la bibliothèque de Lewiston. Vous pouvez m'écrire aussi ou écrire à Marcella à la bibliothèque de Lewiston pour avoir le site web, l'adresse du site web de la maison d'édition Sémaphore. Moi, j'ai une question pour toi, Michel. Est-ce que tu savais, donc dans le livre, on apprend que bien sûr que Nativa est rentrée dans l'ordre des, était entrée dans le pensionnat des Dames de Sion. Est-ce que c'était tu connaissais déjà cet ordre ou qu'est-ce que tu as appris à propos de ça? Je trouvais ça vraiment fascinant parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en Nouvelle-Angleterre, il y avait beaucoup des ordres français de France qui mélangeaient, qui côtoyaient des populations canadiennes françaises. Et personnellement, ces échanges-là m'ont toujours intéressé. Donc, comment toi, tu as vécu c'est une très bonne question. Je suis tellement contente que tu me poses cette question-là, Camden, parce que moi, je n'avais aucune idée que je ne savais absolument pas que Nativa avait été élevée par les Sœurs de Notre-Dame de Sion, qu'elle avait fréquenté l'orphelinat des Sœurs de Notre-Dame de Sion. Tout ce que je savais, ce que mon père m'avait dit, ce que tout le monde m'avait dit, c'est qu'elle avait été envoyée dans un orphelinat. Alors, je me suis toujours posé la question, si elle a été envoyée dans un orphelinat, comment ça se fait qu'elle était si snob? Comment ça se fait qu'elle était tellement cultivée? Comment ça se fait qu'elle est devenue la maîtresse de Camille Wood? Mais c'est quand j'ai appris qu'elle avait été envoyée à l'orphelinat des Sœurs de Notre-Dame de Sion, là, j'ai tout de suite compris, c'est pour ça qu'elle était si snob. Et comment je l'ai découvert? J'ai écrit des courriels à plein d'organismes dans le Maine pour retracer l'orphelinat en question. Et personne ne la retrouvait. J'étais pas mal découragée. Mais une fois, j'ai reçu un courriel d'une archiviste de Vancouver, donc parce que les archivistes s'écrivent entre elles. Et elle m'a dit, je l'ai trouvé, Nativa, je l'ai trouvé. Et elle m'a envoyé la page du recensement de 1901. Et on voyait tous les noms des pensionnaires de l'orphelinat de Notre-Dame de Sion, dont Nativa. Et la raison pour laquelle je ne la trouvais pas, c'est que les gens écrivaient les noms à la main et au lieu d'écrire Nativa Faubert, le F était comme un T. Donc, l'archiviste a tapé Taubert parce qu'eux, ils savent comment chercher des noms. Donc, Taubert au lieu de Faubert et elle l'a retrouvé comme ça. Je trouve ça fascinant en plus de voir la photo du pensionnat. J'avais déjà vu un, mais ce n'était pas de cet angle vue-là. Et puis, en plus, on a vu la photo avec les filles. Je trouve ça vraiment formidable de voir ça. Une autre question, donc ce livre étant un roman, est-ce que vous avez trouvé difficile de concilier le vrai, les faits, les anecdotes et le côté imaginé de votre histoire finalement? Par bout, oui, mais je dois dire que ça coulait de source, ça coulait bien. J'ai écrit quand les recherches m'ont pris beaucoup de temps, mais écrire, ça se faisait très vite. Non, en gros, ça allait très bien, ça allait très bien. Parfois, je me sentais coupable, par contre, parce que, bon, je dévoilais des choses que mon père voulait vraiment cacher, mais finalement, avec le temps, la culpabilité s'est envolée. Comme tu avais dit, c'était un travail nécessaire. Donc, des fois. Hein. Une autre question, donc, on a une question plus pointillée. Donc, l'homme dans la chambre avec le bébé, c'était qui cet homme et le bébé et pourquoi avoir commencé avec cette scène? Oui, c'est une très bonne question. Ça, vous allez le découvrir dans mon prochain livre. Ah! On est mort d'impatience! Il va y avoir un lien justement entre cette première partie et le prochain livre. Au moins, le livre est déjà... ça a déjà entamé un peu ou Non, pas du tout, pas du tout. Ah! Je vais faire ça. Il va falloir attendre! Oui, je vais faire ça à ma retraite.
Ah, ben, ça se En comprend. fait, c'est Ça se comprend. l'histoire de ma propre vie et toutes les influences finalement de Florida et Nativa sur ma vie et de mon père, sans que je les connaisse, là, les deux femmes, mes aïeules. D'accord. En tout cas, je pense que vous allez avoir pas mal de fans qui vont attendre patiemment jusqu'à la sortie de ce livre. En tout cas, moi parmi ceux-là. On a un commentaire. C'est un roman touchant. Les illustrations, les illustrations y ajoutent vraiment beaucoup. Et moi, je le confirme. Très bon choix de ta part, Michel, d'avoir vraiment poussé ça. Je pense que c'est très important. On a encore le temps pour d'autres questions, si vous en avez. En attendant, ce que je voulais moi savoir, c'est ça doit faire vraiment quelque chose de retracer les pas. Comme tu avais dit tout à l'heure, tu étais vraiment devant la maison. En plus, là, tu as reçu le coup de fil. Qu'est-ce que tu sentais à ce moment-là, ressentir, mais qu'est-ce qui traversait l'esprit? Je pense que vraiment marcher dans les pas de nos ancêtres, c'est vraiment un moment très fort. Et puis, donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. Ah oui, j'ai toujours été remplie d'émotions au fur et à mesure que je déambulais dans les rues où ont marché mes ancêtres, c'est sûr. J'essayais toujours de m'imaginer, comme je le disais tout à l'heure, leur vie, ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient ressenti en marchant à cet endroit exact, les nombreuses fois qu'ils avaient marché à cet endroit-là. Et j'avais l'impression que j'étais avec ma grand-mère, j'étais avec Hmm. Nativa. Et je pensais beaucoup, beaucoup à ma grand-mère quand le téléphone a sonné pour m'annoncer que mon père était à l'hôpital. Puis je me suis dit, mon Dieu, Ouais. on est tous connectés quelque part. Ouais. C'est Ça donne presque la incroyable. chair des poules, hein? C'est Oui, fou, ça hein? donne la chair de poule. Oui. Ouais. On a un commentaire ensemble, on se sort pas de son histoire familiale, à Non, propos on s'en sort. avec les livres. Ouais. Donc, on n'a pas tout à fait les questions tout de suite. Est-ce que ça te dit de lire un autre extrait? Si j'ai le temps, oui. Je pense que oui, on est toujours dans le temps, oui. OK. Donc, vous m'arrêterez si ça prend trop de temps. Je vais lire un autre passage de la page 71. Donc, au mois de novembre 1901, j'ai reçu une lettre de ma sœur Diana. Elle venait de se marier. Sa missive vantait les mérites de son nouveau mari, un certain Adélard Laliberté, qui était un homme sérieux et propre de sa personne. En plus, il ne buvait pas. C'était bien rare dans ce temps-là. Il vivait à la Chine, en banlieue de Montréal, et Diana insistait pour que nous venions habiter avec eux, Nativa et moi. J'ai tout de suite accouru chez Nativa en tenant fermement la lettre dans ma main, le cœur battant. « Es-tu folle, Florida? » m'a lancé Nativa, interloquée. « Si tu penses que je vais aller m'enterrer dans un quartier pauvre de la banlieue de Montréal, tu me connais mal, ma fille. Oui, oui, je voulais y retourner au Canada, mais pas s'il faut vivre au crochet d'un ouvrier qui va juste penser à me mettre à l'ouvrage dans une manufacture, ou bien qui va me présenter un prétendant propre de sa personne et fort vaillant, mon enfant, pour que je m'endorme pour toujours sans jamais sortir de mon pire cauchemar de femme au foyer. Puis pour me réveiller un jour, mais seulement parce qu'il faut que je calme les pleurs d'une marmoille de petits vonu-pieds dont les seuls rêves seront bientôt de travailler à la shop pour pouvoir se payer une virée à l'hôtel le samedi soir. Non, mais Florida, tu me vois, moi, chez Diana, puis comment il s'appelle, là, déjà? Adélard la liberté. Ben justement, vive la liberté. J'aime mieux rester ici avec Alexandre. J'aime mieux vivre dans le péché, comme ils disent. Au moins, je ne suis pas dans la misère, puis je n'ai pas à travailler à la sueur de mon front. Ça a changé, Montréal, il paraît. Il y a des bien belles places à cette heure. Puis ce n'est pas tous les Canadiens français qui sont pauvres. Il y a moyen de s'en sortir. Ce n'est pas comme avant. Pas si tu arrives avec rien dans tes poches, Florida. Tu vas être obligé de te marier tout de suite. C'est ça que tu veux? Ben, ça dépend. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Colin de Bin, je ne peux pas croire. Nativa, comment ça se fait que tu parles comme ça? Toi qui haïs les pauvres, toi qui as été éduquée chez des sœurs parisiennes, comment ça se fait que tu parles comme une Canadienne issue des bas-fonds de Lewiston? Mon Dieu Seigneur, on croirait entendre ma tante. Écoute, Florida, je ne peux pas toujours parler comme dans Cyrano. On n'est pas au théâtre, là. Puis t'es ma sœur, je n'ai pas à faire semblant. Tu le sais que de toute façon, quand il faut, là, je peux me remettre à réciter des vers par cœur,
ou une tirade tout droit sortie d'un drame en 3 actes. Florida, il faut que tu comprennes. On n'est pas obligé de renier notre façon de parler, même quand on est comme moi, supposément bien éduqué. Il y a plusieurs sortes de français, puis ils sont tous la même valeur. Ça dépend juste des circonstances puis de la personne avec qui tu parles. Autrement dit, je vais parler en bon français quand cela me chante, mon achalante. Que cela vous déplaise, que cela vous pèse, vous lèse ou vous crée des malaises, j'en suis parfaitement aise. Sur ce, la main, je vous baise. Et là, ma sœur, je te niaise. Niaiseuse, ça se peut-tu? Nativa, tu ne changeras jamais. Merci d'avoir, en plus d'avoir lu cet extrait, parce que je me rappelle avoir lu cette partie, je me suis dit, mais franchement, ce serait vraiment l'extrait formidable à lire pour le truc, et je suis vraiment bien content que tu as choisi celui-là. Je savais que, enfin, c'est comme tu as joué avec la langue, comme Nativa a joué avec la langue, c'était vraiment super, quoi. Donc, je te remercie. Et puis, on a un commentaire ici. Merveilleuse interview sincère et humaine. J'ai adoré comme Camden vacillait entre le tutoiement lorsqu'il se sentait proche de Michel, la femme, et le vouvoiement lorsqu'il était plein d'admiration pour l'auteur qui a fait des recherches extraordinaires. C'est vrai que... Et en tout cas, j'ai très envie de lire ce livre touchant et si personnel. Merci de ce partage. De rien, ça me fait plaisir. Je peux imaginer une pièce de théâtre à partir de ce livre. Effectivement. Moi, j'ai même pensé à un film. C'est vrai qu'il y a tellement, il y a tant d'intérêt. Il y a vraiment, on est bouche bée, on est vraiment. Ouais. Ben justement, j'ai déjà commencé à adapter le roman en film. Quelle belle nouvelle! Ouais. Et puis, il faut trouver un producteur. Oui, c'est sûr. Mais je pense que, franchement, là, on a déjà un commentaire. Oui, un film d'époque, ce serait fabuleux. En tout cas, oui. Et en plus, j'ai toujours rêvé, c'est peut-être un peu prétentieux ou peut-être un peu égoïste de ma part, mais j'ai toujours rêvé de voir Lewiston au grand écran. Et je pense que ce serait vraiment le film idéal pour ça, parce qu'on serait vraiment en train de baigner dans ce milieu, de voir à travers le Québec ici. Puis en tout cas, je pense que ce serait vraiment fabuleux. Si quelqu'un parmi vous, vous connaissez un producteur quelconque, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Michel. Hein. Ouais. Donc, ouais, on va voir le film, on vous dit dans les commentaires. Est-ce que toi, Michel, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou bien quelque chose que tu n'as pas pu vraiment mentionner Ben, seulement que j'aimerais bien rencontrer les gens de Lewiston qui parlent français un jour en personne. Je pense qu'on pourrait facilement organiser ça, facilement. Avec les différents conseils, tout ça, je pense que ce serait une très bonne idée. Je pense que quelque chose de ce genre mérite de faire ça en vrai, d'avoir en plus de parler de ton livre, mais aussi de parler avec les gens, parce que déjà, je pense que nous, pour les gens de Lewiston et du Maine, d'avoir quelqu'un qui vient du Québec, qui pense à nous, ça nous fait toujours chaud au cœur. Je pense que c'est très important d'avoir ces échanges déjà entre ces petits îlots francophones un peu éparpillés partout et avec le Québec. C'est un peu, si je peux dire, la mère patrie pour la francophonie ici en Amérique du Nord. Donc, ce serait vraiment important de ça. Donc, on a un commentaire de Facebook. J'ai beaucoup apprécié cette présentation. Merci à Lewiston Public Library. Encore notre commentaire. Merci infiniment pour cette belle histoire. Et puis, on a même un événement potentiel avec l'Alliance française du Maine, quelque chose qui pourrait se faire. Et puis, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant à mettre en place. Oui, ça serait dans des discussions futures. Qu'est-ce que je voulais dire? L'entretien, on a une question. L'entretien sera-t-il disponible en différé? Il me semble qu'effectivement, on aura le lien qui serait à projeter prochainement sur les sites, sur les réseaux sociaux. Ce serait la bibliothèque qui va s'en charger de distribuer, de diffuser. Et je pense qu'on pourrait l'accéder à tout temps, si j'ai bien compris, en parlant avec Marcella. Oui. Donc, ça, c'est aussi une très belle chose. Ce serait peut-être un travail à faire avec mes élèves. T'imagines? Décortiquer le livre à travers l'entretien. C'est ça que je me demandais, c'est ça que je voulais poser comme question. Si toi, Camden, est-ce que tu pourrais
étudier certains passages du livre avec tes élèves? Ben, j'aimerais ça. Et puis en plus, pour voir les différents registres de langue aussi, ça serait très intéressant parce que c'est vrai qu'avec ce livre, ça nous permet de voir ça. Et ouais, avec peut-être avec mes élèves de français 4, donc les plus avancés, je pense que ce serait un travail possible. Et puis pour ceux qui regardent l'entretien aujourd'hui, l'interview, si vous avez des élèves, si vous êtes professeur, vous avez des élèves, je pense que ce serait un bon atout pour encore une fois montrer les différents lexiques, tout ça. Ouais, quand je l'ai reçu, en tout cas, j'avais pensé à ça. Et puis encore une fois, c'est rare encore dans la fiction de rencontrer le sujet de Lewiston, encore une fois en français. Donc il y a toutes ces couches-là qui rajoutent beaucoup de valeur à ce roman. Donc on approche à la fin. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à nous le faire parvenir. On a hâte de répondre aussi. Et merci à tout le monde d'avoir participé. On a un commentaire. Bravo à la bibliothèque de choisir de présenter ce programme totalement en français. C'est vrai, hein, on ne peut pas en passer à côté. C'est vraiment en tout cas, j'ai été très heureux d'apprendre ça, qu'on allait faire ça totalement en français. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait ça. Et puis, merci d'avoir insisté en plus, Michel, d'avoir fait ça en français. Je pense que c'est ça qui ajoute vraiment une touche importante. Merci beaucoup, très intéressant aussi comme commentaire. C'est vrai que c'est la moindre des choses. C'est un roman très intéressant, ça c'est sûr. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Sincèrement, ça me touche beaucoup. Si je peux me permettre, ça nous touche aussi, je pense. Michel, c'est pas tout le monde qui peut se mettre dans cette position de livrer au monde tant d'informations sur sa famille, et c'est des fois intime. Et merci d'avoir fait ce travail. Je sais que c'était un travail pour toi et ta famille, mais nous tous, je pense qu'on peut en tirer des leçons importantes. Donc, merci d'avoir fait ce travail. Merci à vous. Et Marcela, on a une petite question. We have a question. How many were we for participants today? 30. Ah. Between Facebook and Zoom. Excellent. So any last words either of you would like to say before we close for today? Oh. Okay, well, I want to thank you both for being with us today. This seems to be wonderful. This is a wonderful number of people who came and attended today. As a reminder, if you'd like to share the program with anyone who was unable to make it today, it will be recorded and available on Facebook just after this program ends. It will be ready to go. And also on YouTube starting about Monday. And I know this was discussed, but if you have any questions about how to purchase the book or how to check out the library copy, please do contact the library. We'd be happy to help you find those options. And so on behalf of the Lewiston Public Library and Museum LA, thank you all and have a wonderful day. Bye. Thank you. Merci. Thank you.